Dans tous ces États, le Sénégal étouffé par un virus qui contamine tous les secteurs d'activité, les hôpitaux débordés, le sport confiné, les universités fermées. Quelle réponse face à cette troisième vague de contamination? La course à la vaccination, comment relever ce défi? Les passes sanitaires dans certaines entreprises, l'heure ou lueur? Pour répondre à toutes ces questions, L'Air du Temps reçoit le Dr Sylla Thiam, épidémiologiste spécialiste en santé publique, et Seydina Oumar Ba, sociologue et spécialiste des questions géopolitiques. Rendez-vous ce dimanche de 10h à 11h sur iRadio avec Papa Alioune Sarr. Dimanche 1er août 2021, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'émission L'Air du Temps, une émission contaminée par le variant Delta qui est dans tous ces États au Sénégal, dans le laboratoire d'analyse de nos deux invités présents dans ce studio. Ce virus qui a fait hier 20 morts et 1075 nouvelles infections. Dr Sylla Thiam, bonjour. Bonjour Papa Lune. Vous êtes spécialiste en santé publique, épidémiologiste aussi. Nous sommes également avec Seydina Oumar Ba, bonjour. Bonjour Papa Lune. Vous êtes sociologue et spécialiste des questions géopolitiques. L'Air du Temps et c'est parti. Aujourd'hui, ce qui est inquiétant, c'est l'apparition encore qui a toujours été là, mais qui a augmenté avec le variant Delta. Les laboratoires donc, nous ont signifié que sur 100 prélèvements aujourd'hui, nous n'avons presque plus les autres variants, mais nous avons pour 70% la présence du variant Delta. Connaissant la virulence donc, de ce pathogène, connaissant également la vitesse de contamination de cet agent pathogène, nous restons encore inquiets concernant le nombre de cas qui va en s'accélérant, mais également le nombre de cas graves ce matin, 60 cas avec 15 décès. Il y a une tension qui continue sur les lits. Même si l'oxygène est là, nous avons encore un personnel de santé qui est atteint jusqu'à avoir donc des décès. Il y a donc cette inquiétude, il y a cette angoisse, mais nous continuons à rassurer parce que les moyens sont là, même si les moyens parfois restent limités, mais il y a l'engagement de tout un chacun, aussi bien du personnel technique, mais également du côté du gouvernement sénégalais. Mais je voudrais rappeler également qu'il y a une atteinte notoire au niveau donc de la tranche de 25-34 ans, jusqu'à l'ordre de 21%, 35-40 ans, 44 ans jusqu'à l'ordre de 19%. Ce qui fait que donc, on a presque sur la tranche extrêmement jeune une atteinte de l'ordre de 40%. Mais également, nous avons du côté donc, du genre féminin, près de 54% atteints dans la tranche également jeune. Et vous venez d'écouter Dr Marie-Khémesse Ndiaye Ngom, la directrice générale de la santé publique du Sénégal, sur les effets dévastateurs du variant Delta. Dr Sylla Thiam, pourquoi ce variant est si mortel? Bonjour Papa Lune, j'en profite pour saluer Monsieur Ba, mon convité, mais également vos auditeurs. Ouais. Je ne pense pas que, peut-être jusqu'à présent au Sénégal, qu'on puisse dire que le variant est beaucoup plus mortel. On peut dire que c'est beaucoup plus contagieux. On a eu plus de cas, mais quand vous comparez les données de la mortalité entre les trois vagues, jusqu'à présent, on a beaucoup plus de cas de décès, mais en termes de proportion par rapport au nombre de cas, on a vu que la mortalité est moins importante par rapport aux deux proches, par rapport à ce qui s'était passé durant la deuxième vague qu'actuellement. Mais actuellement, le problème qui se pose, c'est qu'on a beaucoup plus de cas, et donc par ricochet, beaucoup plus de cas graves, et le risque de décès augmente réellement. Mais en termes de proportion, on peut dire que jusqu'à présent, que les décès par rapport au nombre de cas, la proportion est beaucoup moindre que ce qu'on a vu dans les mois précédents. Mais on a vu des jeunes qui sont atteints, des enfants qui sont atteints, un variant qui ignore les âges. Oui, mais également, il faut savoir une chose. Dans notre pays, je pense qu'il faut également qu'on pondère parce qu'on est une population majoritairement jeune. Oui. Donc, si on a une population majoritairement jeune, il est également, on peut également s'attendre à ce que si on a beaucoup plus de cas, qu'on ait beaucoup plus de population jeune, parce que les 60 ans ou 105 ans plus, c'est 50% de la population. Et les jeunes, c'est plus de la moitié de la population. Donc, mais ce qui doit nous alerter, par contre, c'est que si on analyse les décès, par exemple, ceux qui font ceux qui décèdent, c'est-à-dire si on voit une inversion des décès avec une prépondérance des jeunes, là, ça doit inquiéter.
ça doit inquiéter. Mais le nombre de cas par rapport aux jeunes, moi, ça ne m'inquiète pas. Mais c'est les décès, par exemple, parce que... 20 hier, par exemple, 20. Mais il faut qu'on sache quelle est la proportion des jeunes par rapport à ça. C'est normal parce qu'on a beaucoup plus de cas. Oui. Ce que je disais, c'est-à-dire si on a des cas, plus le nombre de cas augmente, plus on a des risques d'avoir des cas graves, plus de cas graves, également le risque de décès augmente. Mais quand vous regardez également, je reviens sur les proportions, parce qu'en santé publique, on ne regarde pas les nombres, il faut regarder les proportions. Quand on regarde les proportions, les cas graves sur le nombre de cas, également, on est dans des proportions de moins de 3%. Alors que dans la vague précédente, on était autour de 4%. Et dans la première vague, on était à 2%. C'est-à-dire les proportions de cas graves par rapport au nombre de cas. Seydina Omar Ba, les proportions équivalent, mais on a plus d'inquiétude, plus d'angoisse, plus de psychose. Vous êtes sociologue, comment gérer tout ce cocktail explosif? Alors, d'abord, permettez-moi, Papa Lune, de saluer Dr Sylla Thiam, ainsi que tous les auditeurs qui nous écoutent, et de vous remercier pour cette invitation. Je vais embrayer sur ce que vient de dire mon co-débatteur, s'agissant des proportions. Et ensuite, je vais venir sur votre question. Les proportions, parlons aussi des tests, du nombre de tests réalisés. Parce qu'à mon avis, si on avait fait plus de tests, on est à, 2000, 3000 tests. Si on fait 10 000, 15 000 tests, si on en avait la capacité, on se rendrait bien compte que le nombre de cas est beaucoup plus élevé que ça. Donc ça aussi, il faut qu'on le dise. Comment gérer cette situation? J'ai envie de dire que c'est une situation qui s'est abattue sur le monde entier. Nous avons été tétanisés pendant un certain nombre de mois. Mais le problème du Sénégal, me semble-t-il, c'est que nous avons, je l'ai d'ailleurs dit récemment, nous avons sans doute terminé, entre guillemets, nos munitions, alors que cette guerre n'avait pas encore démarré. Ah bon? Car quand vous... faut regarder, parce que nous avons quand même débloqué un certain nombre de fonds, les fameux le fonds Covid, milliards, effectivement, pour une première vague. Nous ne doutions sans doute pas qu'il y aurait une deuxième, une troisième, une quatrième vague. Et ça, c'est mondial. Et donc, c'est lié à un virus dont le comportement n'est pas très bien compris. Le virus lui-même n'est pas très bien compris. Mais je pense que quand on gouverne, gouverner c'est prévoir, dit-on, mais il était difficile de prévoir. Mais quand on écoute les spécialistes, M. Thiam est là pour dire que tous les virus, finalement, ont ce même comportement. Un virus est un être vivant qui développe des réflexes de survie, qui se diversifie, qui se multiplie, qui mute, donc pour s'adapter parce qu'un virus ne vit pas tout seul. Il a besoin d'un autre, comme il va nous le dire tout de suite. Et donc, quand vous avez des moyens ou des armes pour combattre ce virus, il se défend. Et il se multiplie. Et ça, je pense que ça devait être pris en compte dès le départ. Nous ne devions pas considérer que cette vague était une seule vague, qu'on allait trouver le remède ou alors le vaccin en 1 an ou en 6 mois. Ce n'est pas possible. Je pense que ce virus est installé pour au moins une décennie. Je suis en train de vous dire. Oui, parce que c'est quand même un virus. N'est-ce pas, de la météo décennie? Oui, je ne fais pas. En plus, je ne suis pas en train de faire de l'art divinatoire. Parce que nous sommes là depuis 1 an et demi. Nous en parlons. Nous parlons d'un variant qui est beaucoup plus contagieux, même s'il n'est pas plus mortel. Ça, on va y venir. Gérer cette psychose me semble être de plus en plus difficile dans la mesure où ceux qui sont censés donner le cap adoptent quand même des comportements qui tranchent avec le comportement souhaité des populations. Nous disions tantôt avec le docteur et il a raison, de dire qu'en réalité, dès le départ, il fallait commencer à vivre avec le virus. Il fallait commencer à dire aux populations que ce virus va s'installer, qu'il faut s'attendre à, pendant des mois, être avec ce virus-là. Mais c'est au bout de plusieurs mois qu'on a dit qu'on allait vivre avec le virus. Alors qu'un virus, on vit avec dès qu'on en a connaissance. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va partir. Et ça, peut-être qu'on va rentrer dans les détails, mais tout le problème qu'il y a eu, tous les, finalement, ratés que nous avons constatés, repose finalement sur cette erreur de départ, qui a consisté à considérer qu'on était en face d'une seule vague, d'un seul problème qui allait être traité, et en oubliant de préparer la population à une crise qui dure, à une crise qui perdure, et
à laquelle il faut s'adapter. Une décennie, vivre avec le virus pendant une décennie, sinistrose ou réalité? J'exagère peut-être. Oui, non, il ne faut pas écarter cela. Il ne faut pas écarter cela parce que ce virus, cette pandémie nous apprend toujours des leçons. Et moi, actuellement, je dis que, je pense qu'il y a peut-être 1 an où je disais qu'il nous fallait apprendre à vivre avec le virus. Quand on a dit ça, j'avais écrit pour dire que c'est possible de vivre avec ce virus parce que tout simplement, la manière dont ce virus évolue actuellement, je ne parlais plus d'épidémie, moi je parle actuellement d'une endémie avec des recrudescences. Des recrudescences périodiques, on parle de vagues, mais je pense qu'actuellement on est dans l'épidémie ou bien la maladie s'est installée et maintenant ça évolue avec des recrudescences selon cette période. Donc il faut pas exclure ça. Peut-être ce que je dirais par rapport à la gravité de cette situation actuelle, je pense qu'il faudrait ne pas tomber sur la psychose. Je pense qu'il ne faut pas qu'on panique. C'est-à-dire que ce soit les dirigeants, que ce soit les populations, il faut qu'on sache qu'on est dans une situation effectivement particulière, mais il ne faut pas qu'on panique. Parce que si on panique, c'est-à-dire on rate la réponse. Pourquoi? Parce qu'actuellement, ce qu'on a en termes de chiffres de cas, ce qu'on déclare est en deçà de la réalité. Et ça, on n'a pas besoin d'être un médecin. Autrement dit, le nombre de cas graves, le nombre de cas de morts que l'on voit dans les chiffres officiels des autorités sanitaires n'est pas la réalité. Je ne parle pas des morts, mais je parle des cas. Pourquoi? Parce que ce sont les cas qui amènent les morts, par exemple. Oui. Maintenant, je parle des cas. Je veux pas, parce que les morts, on les voit à l'hôpital, parce que nous, on considère les cas qu'on diagnostique. On peut certifier les cas, les décès que par un acte médical. Mais parce que docteur, quand on voit un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on a des annonces de décès, des annonces répétitives, et sur les chiffres des autorités sanitaires, 10, 12. Qui faire confiance, le réel ou le virtuel? Non. En fait, il y a la réalité. Oui. On a tous remarqué qu'il y a beaucoup de décès dans la communauté. On a beaucoup de décès. Oui. Maintenant, moi, je reviens à la base pour dire les nombres de cas sont sous-estimés. Et ça, tout le monde le sait parce que les capacités de diagnostic sont limitées. Là, actuellement, si vous voulez faire un diagnostic, il faut être dans la structure à 6 h du matin. On vous donne un ticket et c'est limité. Donc, les capacités de diagnostic sont limitées. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent faire un diagnostic. Ils ne parviennent pas à avoir un diagnostic. Et ceux qui font le test, ils peuvent rester 5 jours sans avoir le résultat, ou bien 1 semaine. Donc ça, c'est une limite extraordinaire. Et nous, on avait dit dès le début que pour lutter contre une épidémie, la première des choses, c'est de pouvoir diagnostiquer et de traiter les cas. Parce que ça, c'est une mesure pour sauver une vie, mais également de prévention. Parce que quand vous traitez un cas, vous arrêtez la chaîne de transmission. Donc, il nous fallait investir dans ça. Et bon, il y a eu des efforts qui ont été faits, certes, mais je pense qu'il nous faut aller beaucoup plus loin. Que le test soit accessible partout. Et je pense que, et ça, je pense peut-être on pourra y revenir, je pense que les tests doivent être plus concentrés au niveau des structures sanitaires. Il faut qu'on les décentralise. Parce que les structures sanitaires, c'est à une pression. Regarde, quand vous allez dans un centre de santé, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez une masse de ce côté-ci pour faire la vaccination, une autre marée humaine en train de faire les tests. Mais ce n'est pas tenable. Vous concentrez dans un espace de moins d'1 hectare, ou bien de 500 mètres carrés, ou je ne sais pas. C'est le cas du centre de santé Gaspard Camara, par exemple. Philippe Senghor est partout. C'est comme ça. Et vous augmentez le risque de contamination. Parce que vous avez également, de l'autre côté, les malades qui viennent pour la routine. Donc, je pense qu'il nous faut décentraliser, délocaliser ce test ou bien la vaccination pour désengorger un peu les centres de santé et mettre en place un dispositif qui permet à moi, citoyen, si je peux me faire tester, que je puisse facilement me faire tester, que ce soit dans le public, que ce soit dans le privé. Oui, et le gouvernement a d'ailleurs ouvert des vaccinodromes. On a vu le stade Léopold Sédar Senghor, place du souvenir, mais le variant Delta a accéléré la prise de conscience maintenant. Il y a moins de récalcitrants par rapport à cette pandémie.
l'instinct de survie comme meilleur moyen de sensibiliser pour ne pas être cynique. Oui, faute de mieux, hein, faute d'une communication, d'une sensibilisation digne de ce nom. Il n'y en a pas. Alors, c'est ce que je disais tantôt, hein, c'est-à-dire que cette pandémie quand même, Papa Lune, est ce que j'appelle moi un stress test pour nos systèmes de santé. Un stress test, c'est quoi? Les banques en font et tout un ensemble de structures pour tester la résistance et la résilience d'un système donné. Le système bancaire, dans quelle mesure il peut résister à une crise d'une telle ou telle ampleur. C'est ça le stress test. Mais en réalité, c'est un stress test grandeur nature pour les systèmes de santé. Pour ceux qui en ont. Parce que nous nous sommes rendus compte quand même avec cette crise qu'en termes de système de santé, nous avons peut-être des soignants, nous avons des médecins, mais le système de santé n'est pas équipé, n'est pas doté d'assez de moyens, de suffisamment de moyens pour faire face à une crise d'une telle ampleur. Donc, la communication, en fait, est arrimée sur cette défaillance-là déjà. Parce que si vous dites aux gens, parce qu'il a raison, hein, il faut décentraliser. Il faut que les gens puissent accéder à des tests et accéder à leurs résultats rapidement. Il faut que les gens puissent se vacciner. Mais la manière dont c'est organisé est à l'image de ce que nous étions avant la crise. Parce que nous concentrons beaucoup de choses à certains endroits. À Dakar, ils parlent de Gaspard Camara. Moi, j'ai des gens qui sont à Thiès ou dans beaucoup de régions du pays qui me parlent de Gaspard Camara. Pourquoi vous êtes à Tamba ou à Fatick ou à Thiès, pourquoi vous pensez que Gaspard Camara est le lieu dans lequel vous allez pouvoir vous faire vacciner? Donc, tout ceci, quand même, déteint sur la manière dont les gens perçoivent la crise. Et se disent, finalement, nous sommes livrés à nous-mêmes. D'où l'importance de ce que j'appelle, moi, la prise de conscience individuelle. Parce que quand vous avez des morts autour de vous, parce que on a les chiffres officiels, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais quand vous regardez, vous rendez bien compte que quand même, il y a des gens qui décèdent. De quoi? On ne sait pas. Parfois, on ne sait pas que c'est la Covid, ou on oublie, ou on refuse même de reconnaître que c'est la Covid. Mais je disais tantôt à docteur que peu importe le nom que vous donnez à cette maladie, appelez-le souris, appelez-le hérisson, appelez-le nom que vous voulez, mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a un virus, il y a un problème, il y a une maladie qui circule et qui fait des ravages, qui fait que les gens tombent malades, qui tue des gens. Donc vous, personnellement, si vous ne croyez pas à ce que le gouvernement dit, parce que quand ils disent A, ils font aussi B parfois. Donc c'est assez difficile. Mais la responsabilité individuelle de chacun, c'est de considérer que nous avons, nous, sur nos épaules, la préservation de notre propre santé, de la santé de nos proches et de la santé aussi de notre communauté. Parce que si nous sommes conscients individuellement, si nous respectons les mesures barrières, si nous nous lavons les mains, si nous portons le masque, tout ceci, ne considérons pas que c'est parce que l'État nous le demande et ne le fait pas, les autorités ne le font pas, nous ne le faisons pas. C'est de notre propre santé dont il est question. Et la majorité en place ne sera peut-être plus... J'ai parlé de 10 ans tantôt, j'ai exagéré peut-être, hein. Et je l'ai fait exprès pour pousser vraiment, pour forcer le trait. Mais dans 10 ans, peut-être que les autorités ne seront plus là. On changera de majorité. Mais quand vous calez votre manière de vous protéger d'une maladie par rapport aux attitudes de ceux qui sont en place, pourvu que ces attitudes collent avec la manière de le faire. Mais si ça ne colle pas, vous devez quand même, vous, avoir la responsabilité individuelle de vous protéger et de protéger vos proches. C'est le message que je voulais faire. Une responsabilité individuelle, mais aussi collective. Docteur, on a vu qu'il y a la ruée vers les vaccins, mais on a vu également beaucoup d'effets secondaires pour ceux qui ont surtout pris le vaccin. Et Johnson, comment expliquer tout cela? Oui, la ruée, c'est normal parce que, comme l'a dit tantôt M. Ba, les gens ont vu qu'il y a une contamination accrue. Et il y a eu des décès. Donc, les gens ont eu peur. Et c'est l'instinct de préservation. Donc, l'instinct de survie qui fait que les gens se ruent vers les vaccins. Maintenant, c'est là où il faut qu'on accompagne la population. Il faut que les gens viennent maintenant vers les services de santé pour se faire vacciner. C'est une opportunité. Et en santé publique, il faut qu'on utilise toutes les opportunités pour pouvoir... Parce que là, actuellement,
la plupart, les gens ne sont plus dans la défiance. Ouais. Les gens sont dans l'acceptation de la vaccination, dans la demande de la vaccination. Ils exigent même la vaccination. Et à 6 h du matin, les centres de santé, les points de vaccination sont... Maintenant, il faut qu'on les accompagne. Il faudrait qu'on puisse venir leur dire, OK, vous voulez vous vacciner, il faut qu'on facilite l'accès à la vaccination, mais également communiquer pour que ceux qui hésitent puissent venir se faire vacciner. Mais en communiquant, il faut répondre aux questions légitimes que la population... Lesquels, par exemple? Non, les effets secondaires, par exemple. Oui, les effets Pourquoi secondaires. Pourquoi Voilà. les effets secondaires? Mais ça, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Quand vous faites une vaccination, quand vous prenez des médicaments, il y a un risque, il n'y a pas de risque zéro, vous faites des effets secondaires. Mais il faut qu'on communique sur ces effets secondaires, mais également il faut qu'on les suive. C'est la pharmacovigilance ou la vaccinovigilance, si vous permettez. C'est-à-dire, il faut que quand la personne prend son vaccin et ressent des symptômes, qu'on puisse documenter ces symptômes et faire ce qu'on appelle l'imputabilité pour voir est-ce que c'est lié, oui ou non, au vaccin. Parce que parfois, vous pouvez développer des symptômes qui ne sont pas liés du tout au vaccin. Donc ça, il faut les documenter et sur ça, informer le public. Dire que, ok, maintenant, si vous prenez le Johnson, voilà ce que vous devez vous attendre. Oui. Sinon, parce que moi, on m'a posé des questions. La dernière fois, il y a une amie, une promotion qui m'a posé une question pour me dire, mon fils a pris le vaccin, bon, il a eu des effets tel. Est-ce que moi, je dois prendre le vaccin parce que j'ai peur d'être malade? Oui. Donc, je l'ai rassuré pour dire, voilà, c'est des choses qui... Mais il faut qu'on communique sur cela. Les effets secondaires sont... Ce qu'on ne veut pas avoir, c'est des effets secondaires graves qui nécessitent une hospitalisation. Parce qu'on vous introduit un corps étranger chez vous, un virus, bon, il y a une réaction de l'organisme. Et cette réaction peut produire certains symptômes. Okay? Mais il y a certains qui développent des réactions allergiques. Donc ça, c'est classique. Y a-t-il des mesures d'anticipation par rapport aux effets secondaires, par exemple, avant de prendre le vaccin, de demander qu'est-ce qu'il faut prendre ou voilà? Non, en fait, il n'y a pas grand-chose à prendre. Si vous avez peut-être, quand vous prenez, si vous avez certaines douleurs, peut-être vous pouvez juste prendre du paracétamol, mais bon, en fonction les gens peuvent vous conseiller en fonction des kits, mais il n'y a pas de mesure préventive à prendre. Juste, je pense qu'il faut être zen, il faut aller prendre son kit et prier pour que les choses marchent très bien, quoi. Mais bon, je pense que ce qu'il faut dire, c'est qu'on est dans une situation exceptionnelle qui a fait que les gens se ruent vers la vaccination. Il faut qu'on les accompagne, que le vaccin soit disponible, qu'on communique, qu'on les rassure ou qu'on suit les effets secondaires. Seydina Omar Ba, docteur Silatian parlait tout à l'heure de la communication, mais on doit plus communiquer parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le variant Delta touche également, contamine les jeunes, les enfants. Au début, il y avait des cibles prioritaires, le personnel de santé, les personnes qui souffrent de comorbidité, mais également les personnes du troisième âge. Aujourd'hui, comment concentrer la communication sur les jeunes également qui sont touchés par ce variant? Très bien. Alors, ça, c'est une excellente question. Non pas parce que vous n'avez pas posé d'excellentes questions depuis tout à l'heure, mais là est le cœur du sujet. Me semble-t-il, parce qu'on a ici, sous nos cieux, parfois des autorités qui pensent qu'ils doivent savoir tout sur tout. Et pourtant, parfois, l'absence de réponse est une réponse. La communication de crise, il y a un pilier fondamental, c'est la transparence. Si vous dites, vous ne savez pas ou vous ne comprenez pas comment ce virus se comporte, il y a des gens qui le savent. Mais vous, politiques, peut-être que vous ne le savez pas. Mais vous avez la responsabilité de diriger un pays, de gouverner une population, mais entouré de gens, de connaisseurs. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même des spécialistes, Dr Siletiam en fait partie, et d'autres qui véritablement connaissent au moins ce que connaissent les Occidentaux, entre guillemets, sur ce virus. Parce qu'ils ont été aux mêmes écoles. Ils ont été aux mêmes... Il y a beaucoup de virologues, on a beaucoup de grands spécialistes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les blouses blanches ne sont pas écoutées. Mais évidemment. Alors, je vais terminer là-dessus en disant qu'il faut dire en communication de crise ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. C'est extrêmement important. Les deux ont le même poids. Si, les gens ne sont pas bêtes. Si vous dites que c'est un virus qui est nouveau, qu'on ne connaît pas, nouveau entre guillemets, qu'on ne connaît pas, et qu'on essaie de s'en sortir, mais on n'a pas tous les moyens de s'en sortir, les gens ne sont pas dupes. Ils vont pouvoir comprendre ça. Et donc, j'allais oublier votre question. C'était quoi votre question? J'ai dit concentrer la communication sur les jeunes parce qu'ils sont maintenant touchés par ce virus. Tout à fait. Et ça, c'est aussi très important parce que la proportion de personnes atteintes
atteintes par ce virus est très importante. Si les jeunes sont de plus en plus atteints, ça pose un autre problème. C'est que on a dit que ça ne créait pas beaucoup de problèmes aux jeunes, ça ne tuait pas beaucoup de jeunes. Ça, c'est ce qu'on a dit jusqu'à présent. Mais l'ennui, c'est que les jeunes qui sont parfois asymptomatiques, qui sont peut-être atteints par des cas moins graves, vont se mélanger avec des gens qui, eux, sont exposés parce qu'ils ont des comorbidités. Et ils sont vulnérables face à ces virus-là. Donc, la proportion de personnes décédées, les 164, il me semble, ou quelque chose comme ça, risque d'augmenter si le nombre de personnes contaminées, notamment chez les jeunes, parce qu'on dit qu'entre 25 et 45 ans, 41% des personnes contaminées. Les femmes, plus de 50%. Et ce sont les jeunes et les femmes qui, véritablement, sont les franges les plus actives de ces pays. Quand vous allez dans les marchés, par exemple, les femmes sont vraiment très actives tôt le matin. Ils se mélangent. Les cérémonies familiales. Donc tout ceci doit quand même nous interpeller. Parce que je suis d'accord que le taux de létalité n'est pas le même qu'avec la deuxième vague, entre guillemets. Mais si nous continuons, si le virus continue sa circulation de cette manière chez les jeunes et chez les femmes, proportionnellement, mathématiquement, le nombre de morts va augmenter. Et là, je parle des morts officielles. Parce qu'il y a les morts dont on nous parle tous les jours, mais il y a des morts anonymes, des gens qui meurent chez eux sans qu'on sache. On vous dit il est mort d'une détresse respiratoire. Mais actuellement, une personne qui meurt d'une détresse respiratoire chez lui, on peut quand même supposer que c'est la Covid. Et on ne fait pas de tests. On n'a pas assez de tests déjà pour ceux qui sont en vie, pour les morts. Et pourtant, on devait se donner les moyens de pouvoir tester des personnes qui sont décédées en présentant des symptômes de la Covid. Donc tout ceci pour dire que finalement, la communication est au début et à la fin de tout. C'est parce que les gens n'ont pas eu de réponse à des questions légitimes qu'ils se posent. Le vaccin. Mais les gens ont le droit de se poser des questions. Quand vous inoculez un corps étranger dans le corps de quelqu'un, il a quand même le droit de savoir ce qu'on inocule, quels sont les effets secondaires. S'il est informé, il est peut-être mieux armé pour décider lui-même de se faire vacciner ou non. Mais ce que je pense, c'est qu'il ne faudra pas aller jusqu'à rendre obligatoire le vaccin, comme c'est le cas dans plusieurs pays. On y arrive par rapport au pass sanitaire. Vous êtes blouse blanche, vous portez une tenue blanche. Le hasard fait bien les choses, docteur Silatiam. Le personnel de santé est également contaminé, mais dans une période de guerre sanitaire. Vous êtes nos soldats. Comment d'abord vous protéger, vous qui êtes en première ligne? Oui, c'est une grande inquiétude. Ah bon? C'est une grande inquiétude parce que effectivement, comme vous l'avez dit, c'est eux qui sont au front. Nous, le personnel de santé à qui je rends hommage, donc tout le personnel de santé, pour leur dévouement, mais également pour leur bravoure et les actes héroïques qu'ils posent tous les jours. Je pense que actuellement, c'est des franges de la population. Donc, ils sont sujets à cette maladie au même titre que le reste de la population. Donc, on a des cas, on a des collègues, que ce soit médecins, infirmiers, laborantes, etc., qui sont malades et parfois même des décès. Et je pense qu'il nous faut actuellement, et je pense que peut-être le ministère de la Danse, réfléchir à une stratégie pour pallier à cela. Parce que si on continue avec ce rythme, on risque d'avoir moins de personnel disponible. Parce que même s'ils ne sont pas malades, avec l'augmentation des cas, ils sont toujours sur le fil. Donc le burn-out est là. Donc je pense que ça, c'est une inquiétude réelle et je pense que peut-être les autorités sont en train de voir comment pallier à cette situation-là. C'est véritablement une... parce que avant-hier, on m'a annoncé le décès d'un collègue, un promotionnaire, qui est décédé. Bon, ça m'a fait un choc. Et c'est quelque chose de courant. Donc, ça s'appelle... vraiment, ça m'a fait un choc. Et donc, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on regarde. C'est pas parce que c'est un personnel de santé, mais c'est en dehors de... C'est un époux, c'est un père, etc. Et au-delà des personnes, donc, ça atteint d'autres franges de la population, qu'ils soient maçons, etc., bureaucrates, autres là. Donc, ça veut dire qu'il faut réellement une prise de conscience et une stratégie assez
réfléchi pour pouvoir passer cette phase. Est-ce que les blouses blanches sont écoutées? Seydina Omar Ba vient de le dire aujourd'hui dans cette période, en cette période de guerre sanitaire. Oui, en fait, c'est ça le grand problème de cette maladie. Moi, je l'ai dit. En fait, cette maladie a mis en devant, dans tous les pays, les chefs de gouvernement et les chefs d'État. C'est eux qui communiquent. Les politiques. Et les blouses blanches sont mis, et les techniciens de santé sont mis derrière les rideaux. Et ça a amené un problème parce que quand vous communiquez, quand je communique avec Pape Alioune, c'est-à-dire la manière dont il intègre ou bien dont il analyse mes propos, c'est en fonction du niveau de confiance qu'il a vis-à-vis de moi. Et c'est ça le problème. Il y a une rupture de confiance réelle entre la population et les gouvernants qui fait que ça a joué un rôle dans l'assimilation des messages qu'on a vus. Ce n'est pas uniquement ici, c'est dans beaucoup de pays. Donc moi, ce que je propose, ce que je préconise, je pense que les politiques doivent se mettre un peu en arrière se retirer et mettre au devant les blouses blanches, les personnels de santé, pour que ceux-ci puissent communiquer. Parce qu'ils sont beaucoup plus écoutés. Parce que tout simplement, vous entrez dans mon bureau, je vous dis déshabillez-vous, vous vous déshabillez. Exactement. Je prends quelque chose, vous ne me demandez même pas, je prends une piqûre et je peux vous injecter, vous ne me posez pas de questions. Donc voilà, qu'est-ce qui fait que cela? Parce que tout simplement, c'est la confiance que vous avez vis-à-vis de moi. Donc ce qui fait que si je communique, je dis c'est nous communiquons, ça veut dire que le personnel de santé, si on communique, je pense que les gens sont beaucoup plus enclins à considérer les messages par rapport à ça. Voilà. 10h et presque 40 minutes, vous êtes sur e-radio et vous suivez l'émission L'air du temps qui reçoit Dr Sile Thiam, qui est expert en santé publique, mais également épidémiologiste, mais aussi Seydina Omar Ba, sociologue et spécialiste des questions géopolitiques. Seydina Omar Ba, parlons de la géopolitique vaccinale, parce qu'on l'a vu, l'Afrique a moins de vaccins. Moins de 2% de la population qui est vaccinée. Pourquoi aujourd'hui l'initiative COVAX peine à accélérer ses pas, vu que la pandémie accélère ses pas en Afrique? Alors, je crois que l'un des effets, vraiment, il y a deux, je pense, les effets induits par cette pandémie, c'est le fait d'avoir heurté la gouvernance mondiale, ce qu'on appelle la gouvernance mondiale, multilatérale, les Nations Unies et toutes les organisations, l'OMS. Donc cette pandémie a complètement déstabilisé la gouvernance mondiale. Le deuxième aspect, c'est le défaut d'anticipation criard que nous avons constaté vraiment à l'arrivée de cette pandémie. Pourquoi la gouvernance mondiale? Parce que vous souvenez-vous, au début, quand le virus circulait vraiment activement, le secrétaire général des Nations Unies avait fait une déclaration particulièrement relayée quand il avait dit que si le virus atteint l'Afrique, on aurait des millions de morts. Oui, parce qu'il l'avait dit. La première vague, oui. Et ça témoigne véritablement du défaut d'anticipation, mais aussi d'une crise profonde de la gouvernance mondiale. Parce que quand vous dites ça, une fois que vous avez dit ça, sur une population de quand même près de 800 millions d'individus, on est en Afrique. Et vous avez un virus qui circule, qui va peut-être, c'est sûr, c'est clair, atteindre l'Afrique. Vous avez déjà lancé un message extrêmement contre-productif. Et j'ai tendance à dire que toute la défiance que nous avons constatée finalement face aux mesures barrières, face aux vaccins actuellement, n'est pas étrangère à cette déclaration ou ce genre de déclaration qui avait été faite par ce qu'on appelle la communauté. C'était de l'alarmisme ou de l'alerte? Alors, pour moi, il voulait alerter. Mais il y a le message que vous envoyez et la réception qui en est faite. Parce que les populations, certains se sont dit simplement, en Wolof, Yene Negle, Boromati Fanan. Ça veut dire qu'en réalité, ils nous ont prédit la catastrophe et ce n'est pas arrivé. Mais, Papa Lune, quand vous avez des morts tous les jours, ne serait-ce qu'un mort, c'est une catastrophe. Mais donc, ce qu'il disait, il avait peut-être mal dit. Mais en tout cas, aujourd'hui, avec ce virus, nous avons quand même, lors de la deuxième vague, compté près de 800 morts lors de la deuxième vague, ici, au Sénégal. Des morts officiellement. Là, on en est à 164, voire plus.
Et je pense qu'il y en a beaucoup plus. Donc, même s'il n'y a pas des millions de morts, je pense qu'il y a quand même une situation particulièrement préoccupante qui doit quand même nous faire oublier certaines positions qui me semblent aller dans le sens contraire de ce que nous recherchons. Moi, j'entends parfois des discours. Les gens sont libres hein, de s'informer, de remettre en cause tout ce qu'on leur dit. Ça, c'est humain. Mais ne regardons pas les personnes qui sont en face de nous. Moi, quand le secrétaire général des Nations Unies a parlé, je n'ai pas écouté le secrétaire général. Je me suis dit, c'est une personne qui est alarmée, c'est une personne qui est tétanisée comme nous tous et qui pense que ça va être la catastrophe pour tous. Dieu merci, ça ne s'est pas passé comme ils ont dit, mais c'était une chance pour nous. C'est-à-dire que l'Afrique, d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue international, l'Afrique a cette chance, peut-être, entre guillemets, d'avoir compté un certain nombre de morts. Mais quand vous comptabilisez tout le nombre de morts qu'il y a eu en Afrique, prenez la France seulement, la France presque dépasse de loin. Ouais. Ne parlons même pas des États-Unis ou du Brésil ou d'autres pays. Donc, l'initiative, pourquoi ça peine à se développer, je pense qu'aussi on est dans une sorte de remise en cause d'un certain ordre mondial avant Covid. Parce que quand il y a eu les vaccins, regardez bien, nous avons eu des vaccins de la Chine. Ouais. Ce n'est pas innocent tout ça. C'est-à-dire que tout ceci est particulièrement intéressant. Pourquoi c'est la Chine qui nous a donné ces vaccins? Pourquoi la France? La France n'en avait pas. Et pourquoi on vous le pose en tant que spécialiste en géopolitique? Pourquoi? C'est ce que je vais vous dire. Oui. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui, au début de cette crise, nous avions la Chine, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous avez entendu aujourd'hui parler de la Chine? Vous entendez parler de la Chine? Oui ou non? C'est sans doute parce que la Chine veut montrer au monde qu'il a été peut-être à la source de ce virus-là, mais qu'il a réglé le problème. Et régler le problème du coronavirus, c'est s'imposer comme puissance incontestée après Covid. Parce que c'est la crise la plus importante, la plus profonde que le monde a connue depuis un certain nombre d'années. Donc la Chine, finalement, se positionne. Hein. Et peut-être la Chine avait une dette envers le monde, parce que c'est le berceau de cette pandémie. La Chine, c'est vous qui le pensez, hein, mais la Chine n'a jamais raisonné comme ça. La Chine a tout... Mais imaginez, la Chine nous a arrêté de nous donner des décomptes depuis les 3000 cas. Vous vous doutez bien qu'avec 1,5 milliard d'individus, le virus est en train de circuler. Mais ceci est particulièrement important à regarder. Dans 2-3 ans, la Chine va s'imposer comme une puissance incontestée. Parce qu'il aura été au début de cette crise, mais il aura montré au monde qu'elle est capable de gérer cette crise mieux que les puissances occidentales comme les États-Unis ou les autres pays. Même s'il y a beaucoup de rétention d'informations. Effectivement. Parlons un peu de la vaccination. On a moins de 500 000 doses, plus de 800 000 personnes ont été vaccinées. À ce rythme, Dr Sida Thiam, ce sera difficile d'atteindre l'immunité collective, non? Oui, en fait, on a plusieurs problèmes dans la vaccination. Je pense que le premier problème, c'est qu'en fait, on a une multitude de vaccins. Oui. Ouais, en fait, et ça n'arrange pas très bien les choses parce que vous prenez votre première dose, vous devez attendre votre deuxième dose. AstraZeneca, voilà. Donc ça, c'est assez problématique et c'est une équation qu'il faut résoudre. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'on n'a pas besoin d'introduire 5 vaccins, 4 vaccins, avoir une politique vaccinale avec un seul vaccin, ou bien au maximum 2 aurait suffi. Maintenant, il y a une difficulté certes parce que, comme disait l'autre, la valeur d'une denrée dépend de sa rareté. Parce que tout le monde a accouru vers le vaccin. Donc, en Chine, quand le variant Delta est apparu, ils ont arrêté de fournir le vaccin AstraZeneca. Donc, ils l'ont gardé pour eux-mêmes. Donc, tous les pays sont en train de garder leur vaccin pour leur propre population. Mais également, il y a une dimension géopolitique, il y a une dimension diplomatique avec la vaccination. Les gens se positionnent, les pays se positionnent pour dire que, voilà, chacun, vous savez, la Chine a son vaccin, les Britanniques, les Américains, les Russes. C'est une course
entre les différents pouvoirs. Mais également, il y a des enjeux financiers importants qui sont derrière. Oui, BioNTech a fait par exemple plus de 33 milliards de francs CFA, milliards de dollars de francs CFA. Voilà. 33 milliards de dollars. Voilà. Donc, vous voyez un peu, c'est l'enjeu. Donc, pour en revenir à nos pays, donc c'est ce qui fait peut-être qu'on n'a pas eu les doses de vaccins qu'on avait, mais je pense qu'il faudrait qu'on aille dans une direction où il faut qu'on se focalise sur notre... La deuxième chose, c'est que j'en parlais tout à l'heure, c'est la défiance qu'il y avait. Les questions, moi je pense même pas que ce n'est pas de la défiance. C'est en fait, c'est des questions légitimes que les gens, des réponses que les gens attendaient, peut-être qu'on n'a pas fourni à temps. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, on profite de cette situation effectivement pour relancer la vaccination. Je pense qu'il y a un rythme, il y a une accélération qui se fait. Il faut qu'on l'accompagne de deux manières. Bien communiquer, disponibiliser les vaccins, mais également élargir l'offre. C'est-à-dire, quand je dis élargir l'offre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que pour faire une vaccination, que ce soit un marathon, que ce soit quelque chose de très... Il faut matérialiser, par exemple, campagne de vaccination de proximité. Voilà. Que ce soit accessible. Que moi, je peux, en allant à mon bureau, faire un crochet, me faire vacciner 10 minutes et je continue. Le matin, dimanche, j'ai rien. Samedi matin, je pars pas au boulot. Je peux aller me faire vacciner. Enfin, donc, il faut qu'on s'inscrive dans cette dynamique-là pour faciliter les choses. Seydina Oumarba, on a moins de vaccins, mais on a vu certaines entreprises qui commencent à instaurer ce qu'on appellerait des passes sanitaires. Comment comprendre ce débat? Bon, en fait, moi j'ai lu ça, hein. Bon, on ne va pas les citer, hein, mais c'est quand même assez curieux. C'est-à-dire que vous avez des décisions qui sont prises et qui sont à l'encontre du Code du travail. Oui. Parce que même s'il faut prendre des mesures comme ça, peut-être que ça devait être sous forme de décret peut-être, ou en tout cas sous forme législative. C'est illégal selon vous, c'est illégal. Oui, parce que des gens qui prennent des mesures comme ça, parce qu'il y a quand même une hiérarchie des normes dans un pays. Si vous prenez une mesure qui va à l'encontre de la norme qui est supérieure, ça ne va plus. Mais vous allez peut-être me dire que dans certains pays, hors du Sénégal, je parlerai peut-être de la France, de l'Europe, il y a le pass sanitaire qui est en train d'être mis en place. Et ça n'a pas été tout à fait démocratique. Il y a des récalcitrants d'ailleurs, des marches organisées en France. Absolument. Pour contester ces décisions. Ce que les gens oublient, c'est que nous sommes dans un village planétaire. C'est-à-dire que ce qui se passe, les gens qui manifestent à Paris là tous les jours ou tous les samedis contre le pass sanitaire, il y en a ici. Peut-être que les gens ne manifestent pas, tout simplement. Mais les gens sont beaucoup plus informés. Moi, quand j'ai pris mon vaccin, parce que je me suis vacciné, je le dis, on m'a posé des tas de questions sur est-ce que j'ai des antécédents, mais c'est très important. J'ai été très informé avant de me vacciner. Je me suis vacciné à Paris. J'ai été extrêmement bien informé, si bien que j'ai pris une décision à toute connaissance de cause. Alors qu'ici, vous avez déjà une campagne de vaccination qui est quand même assez poussive, et vous demandez aux gens quand même d'aller se faire vacciner. C'est-à-dire que vous prenez le rôle de l'État pour contraindre les gens à aller se faire vacciner. Alors que l'État traîne peut-être les pieds, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il va nous dire que les politiques sont encore devant, mais pourquoi les politiques traînent le pas? Ils ont une longueur, les populations ont souvent une longueur d'avance sur leurs dirigeants. Et ici, en l'occurrence, c'est les entreprises qui prennent une longueur d'avance. C'est quand même un peu le souk, tout ça. Il va falloir remettre de l'ordre dans tout ça. Il va falloir remettre de la cohérence. Il faut remettre de la transparence dans tout ça. Et surtout, expliquer aux gens pourquoi ils doivent se vacciner. Oui. Parce que la réponse est pourtant simple. Il n'y a pas de remède pour l'instant. Il n'y a pas de traitement pour l'instant contre cette maladie. Donc, on a un vaccin. Il y a tout un tas de polémiques géopolitiques, politiques, internationales, financières. C'est vrai. Mais fondamentalement, il faut dépouiller le débat de tout ça pour nous adresser aux populations directement, en essayant de simplifier le discours. Parce que si vous complexifiez, en amenant tout ce qui pollue finalement le débat, les gens s'en détournent. Tout ce que les gens ne comprennent pas, les gens s'en détournent. Oui. C'est facile, c'est simple. Surtout quand ça concerne leur propre santé. Quand vous inoculez un virus, parce que c'est quand même ça, un vaccin. On teste, on inocule un corps étranger pour susciter une réaction de votre corps, de votre système immunitaire, pour que ça vous prémunisse. Donc ça, quand même, c'est pas anodin.
Ce n'est pas anodin. On n'est pas quand même face à un produit anodin où les gens vont au supermarché et l'achètent pour manger. Encore que même, quand vous achetez un produit au supermarché, on vous explique quand même les ingrédients. Même si beaucoup de gens comme moi ne lisent pas, mais au moins on explique ce qu'il y a dedans. Et vous achetez en connaissance de cause. Même si nous ne sommes pas capables, parce que nous ne sommes pas connaisseurs, même si nous ne sommes pas capables de déchiffrer les codes contenus dans un vaccin, qu'on nous explique les lignes forces, qu'on nous dise pourquoi on doit le prendre, et qu'on nous dise ce que l'on risque peut-être, parce que ça aussi c'est important. Dans une communication, il faut être transparent. Les gens ne sont pas dupes, excusez-moi du terme, mais j'ai l'impression qu'on les infantilise beaucoup en ne leur disant pas ce qu'ils doivent savoir. Il y a l'Institut Pasteur qui doit produire des vaccins, mais il faudra de la patience. Ce sera en juin 2022, selon les acteurs. Je parlais tout à l'heure du nombre de vaccins, de la demande de vaccination chez les pays étrangers. Les passes sanitaires, une question très, très précoce, selon vous, ou pas? C'est dommage. En fait, il ne faut pas qu'on fasse du mimétisme. Oui. Là, c'est pas bon en santé publique. Je parle du domaine que je connais bien. En fait, il ne faut pas faire du mimétisme, il ne faut pas légiférer. En fait, quand je veux légiférer, il ne faut pas obliger les gens. En fait, on n'oblige pas quelqu'un à prendre un traitement, on n'oblige pas à prendre un vaccin. Parce que il faut convaincre, il faut amener la personne à prendre cela. Sur les passes sanitaires, je pense que c'est dommage. Ebola était beaucoup plus mortel. On n'a jamais imposé de passe sanitaire pour Ebola. C'est beaucoup plus mortel. Donc, il ne faut pas qu'on fasse du mimétisme. Et c'est dommage que chaque fois, nous, on essaie de recouper. Je pense qu'actuellement, il n'y a aucune décision au niveau étatique qui demande à une entreprise d'imposer le pass sanitaire. C'est-à-dire, si dans l'administration publique, ce n'est pas imposé, je ne vois pas pourquoi le privé puisse l'imposer. Je pense qu'il faudrait qu'on arrête cela. Il faudrait qu'on est dans une politique ou bien dans une stratégie de santé publique qui est cohérente. On ne peut pas définir des politiques ou bien des stratégies au niveau étatique et appliquer ça et que d'autres puissent faire d'autres choses. Donc ça, je pense qu'il faudrait réellement harmoniser à ce niveau. Est-ce que ces passes sanitaires ne peuvent-ils pas porter un coup fatal à la communication, par exemple, l'imposition, par exemple? Non. Ça crée des récalcitrants? Oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, c'est ça en fait qu'il faut éviter. C'est-à-dire, on a l'habitude de dire les professionnels de santé soignent la maladie. Nous, on soigne. Mais pour combattre la maladie, c'est la communauté. C'est-à-dire, et pour combattre, c'est-à-dire, il faut que tu puisses utiliser toutes les ressources de la communauté, de la population. Maintenant, si vous avez des récalcitrants, vous avez une armée, vous créez une dissidence à l'intérieur de l'armée, mais vous amputez des bras ou bien un bras dans la guerre. Donc, et c'est ça qu'il faut éviter. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on arrête d'imposer, de dire il faut faire ça, il faut faire ça. Il faut être patient, il faut travailler à la base, il faut convaincre. Oui. Parce que la population sénégalaise de 2021 n'est pas la population du Sénégal de 1980 ou de 1990. Il y a beaucoup de changements. Donc, il faut qu'on puisse prendre tout cela en considération, travailler à la base, travailler avec les populations, les informer et les amener à adhérer à nos stratégies. C'est la seule issue pour arriver à réaliser nos objectifs. Exposer et non pas imposer le vaccin. Expliquer, en fait, il faut convaincre plutôt que de contraindre. C'est un adage véritablement qui fonctionne ici. Parce qu'on a essayé d'imposer un certain nombre de choses, mais on a bien vu que ça n'a pas fonctionné. Vous vous souvenez de cette histoire de couvre-feu là? En fait, on avait constaté plus de cas quand il y avait les couvre-feux, la contrainte, qu'avant et après. Vous vous rappelez? Et donc, les gens n'ont pas besoin d'être finalement forcés à faire. D'autant plus que la santé, en matière de santé, on ne peut pas imposer à une personne, sauf vraiment dans des cas très très spécifiques, on ne peut pas imposer à une personne de s'administrer un vaccin ou un traitement. Donc, convaincre, expliquer, être transparent. Et surtout, être cohérent et donner l'exemple. Ça, c'est très important. Quand vous dites A, vous faites A. Et vous ne dites pas à la population A, et vous faites B ou C ou D. Parce que les gens aussi regardent et sont complètement conscients de ce dont il est question. Il faut une pédagogie par l'exemple. Oui. Et l'exemple aussi, ce n'est pas que les autorités politiques. Il a parlé tantôt de levier
communautaire qu'il faut activer. Ceux qui donnent l'exemple, ce ne sont pas simplement les autorités politiques. On a ici un pays où il y a des autorités religieuses, des autorités coutumières. Il faut les impliquer. Si ces gens donnent l'exemple aussi, la population peut suivre. Mais que les politiques se mettent un petit peu plus en retrait, mettent en avant les blouses blanches, comme on dit, et les relais communautaires, je pense que ça pourrait être une bonne piste pour sortir par le haut de cette pandémie qui, me semble-t-il, a plus de conséquences qu'on n'a pas encore vues que de conséquences qu'on a vues. Mais pourquoi on écarte toujours la thèse du confinement alors qu'elle a été développée lors des premières et deuxièmes vagues? Comment expliquer ce paradoxe, docteur? Aujourd'hui, personne n'ose parler de confinement. C'est pas efficace dans nos pays. Mais pourquoi on l'avait pris? C'est ça, en fait. C'est le mimétisme dont je parle. Tous les pays du monde, ou bien 90% des pays du monde, les territoires avaient pris, ils avaient calqué ça sur la Chine, qui avait fait un confinement. Ça peut être applicable à la Chine, mais ce n'est pas applicable dans notre pays. Nous, ce qu'on connaissait, en fait, c'était la quarantaine. C'est-à-dire, si une localité est assaillie ou bien est victime est sujet à une épidémie, on isole cette communauté. On isole cette communauté jusqu'à régler ce problème. Mais on ne confine pas. Ce n'est pas adapté à notre culture. Et il y a 2 rapports qui l'ont carrément prouvé. Il y a un rapport qui a été fait par l'université à l'époque, il y a 1 an, les experts de l'université qui ont montré que... Je lisais hier ou avant-hier un rapport fait par le groupe LEGS. Donc, ils ont également montré que ce n'était pas adéquat. Et moi, je fais partie de ceux qui ont dit depuis le début que ce n'est pas possible. On ne doit pas faire de confinement. Ça ne marche pas. Ça a créé des conséquences économiques, avec les émeutes du mois de mars, et beaucoup de choses, et des conséquences sanitaires, parce que je parle des conséquences sanitaires uniquement. Des gens qui devaient aller se soigner pour leur diabète, leur HTA, n'ont pas pu y aller. Moi, les gens venaient chez moi pour que je puisse leur faire un billet pour qu'ils passent les barrages de police ou de gendarmerie pour aller se faire soigner. Donc, ça va, voyez un peu. Donc, le confinement, il ne faut pas le faire. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on dise aux gens, on est dans une situation exceptionnelle. Effectivement, la maladie existe, mais c'est à eux de prendre leurs responsabilités et de lutter contre cette maladie. Docteur Silatia, merci d'être là. Je vous en prie. Seydina Omarba, merci d'être là. Merci beaucoup. Sociologue spécial des géopolitiques. Nous recevions également Dr Siletiam, qui est expert en santé publique, épidémiologiste. C'est fini pour l'ère du temps à la technique Biran Sissi, mais également dans la partie digitale, il est un peu ambidextre. Il est 11h, presque 11h, vous aurez la phase d'information. Le virus qui continue le débat sur le virus avec Mamoudou Ibrekan qui reçoit Dr Babacar Niang, médecin-chef, souvent assistance du sujet comme les stratégies de riposte contre Covid-19, vaccination, tests, approche CTE, santé publique et santé privée, urgence, médecine, aéronautique. Tous ces sujets seront débattus dans le jury du dimanche. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain. Vous écoutez iRadio 90.3, la première radio-vision du Sénégal.